J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de la touche animale où nous allons parler des becs crochus, donc les perroquets, les calopsites, les perruches. Pour ça, je serai accompagné d'Alan qui est un passionné de perroquets et également Alice que vous allez voir qui est vétérinaire spécialisée dans les nouveaux animaux de compagnie. Donc ils ne vont pas tarder à nous rejoindre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes précédents donc directement sur l'application, sur la partie replay ou encore sur le site woopets.fr, le site de référence des animaux de compagnie avec tout un tas de contenus, avec bien sûr beaucoup de chiens-chats, mais également du NAC, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et donc du coup, on va, bonsoir tout le monde, je vois tous vos messages, bonsoir, bonsoir. Et on va attendre Alan donc, et Alice qui vont nous rejoindre. Si vous avez des questions, c'est toujours pareil, vous pouvez les mettre directement en commentaire en bas à gauche dans la petite bulle, ou si vous voulez nous rejoindre pour poser des questions sur les perroquets, enfin les becs crochus de manière générale et échanger en direct avec nous, vous prenez la petite main en bas à droite et vous nous rejoignez directement en live. Et donc, alors, je ne sais pas où sont nos chers amis, mais ils ne vont pas tarder. Donc, sur les perroquets, on va parler plein de choses. On va parler de tout simplement où est-ce qu'on les adopte, où est-ce qu'on les achète, comment est-ce que on fait tout simplement pour que ça se passe bien avec eux. Il y a Alice qui est là, qui va nous rejoindre. Et bien sûr, on va parler aussi de leur espérance de vie. Salut Alice, tu vas bien? Très bien, et Alors, vous? ça va. Alors surtout, il faut me tutoyer Alice. Et Alice, du coup, honneur aux dames. Je te laisse te présenter à la communauté brute. D'accord, bonsoir tout le monde. Alors, moi, voilà, je suis vétérinaire Bonsoir, donc, bonsoir. spécialisée en AC ici Salut Alice. sur l'île. Et je travaille depuis 1 an et demi donc, dans une structure où on fait que du NAC. En tout cas, ici, on est 4 vétérinaires à faire que ça. Et voilà, on s'amuse bien. On a vraiment des patients de tout type. Ça peut passer du caméléon au perroquet à des animaux comme des furets, des lapins. Enfin, voilà, on voit plein de petites choses. Dans ta patientèle, j'imagine que c'est quand même les lapins en premier, non? Ouais, on a à peu près, je dirais à peu près 60% de lapins. Après, ça, voilà, c'est assez dispatché. On a vraiment un petit peu de tout. Ici, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même pas mal d'oiseaux et de reptiles sur l'île. C'est un endroit où il y a quand même une belle diversité, donc on s'ennuie pas. Bon, on va parler de tout ça. Et Alan, bienvenue et je te laisse te présenter à la communauté brute. Eh ben, moi, je suis un grand passionné de perroquets et de bec crochus de manière générale depuis plusieurs années maintenant. J'en détiens une petite quinzaine à l'heure actuelle, avec lesquels je fais entre autres du vol libre, sans restriction alimentaire pour le coup. Et j'agis également auprès des particuliers et des professionnels pour les aider à mieux comprendre leurs perroquets et les aider pour améliorer leurs relations, faire du vol libre, mais aussi pour des conseils de nutrition ou pour aménager l'environnement, par exemple. Top. Ça, on va parler du vol libre. Alan, je sais pas si tu as une super connexion, je sais pas si tu es en Wi-Fi ou pas. Oui. Mais si, écoute, je sais pas si tu as la 4G ou la 5G, mais ça va peut-être mieux. Ça va, hein, c'est pas cata, ça va, mais ça pourrait être mieux. Donc, du coup, on va en parler. Donc, on va parler du vol libre et bien sûr, Alan. Et donc, déjà, au début, je serais demandé de dire, selon vous, qui sont les gens qui adoptent en fait un perroquet? Est-ce qu'il y a je veux dire, un critère cible, c'est à peu près les mêmes personnes ou pas spécifiquement? Enfin voilà, est-ce que c'est une catégorie socio-professionnelle ou pas du tout? C'est vraiment tout type de personnes. Tu veux commencer ou... Vous Je peux pouvez commencer. répondre chacun à votre tour, il n'y a aucun souci. Pour D'accord. ma part, à mon avis, il y a vraiment tout type de personnes. Ça peut être vraiment des gens qui ont eu qui ont côtoyé des perroquets dans leur enfance et qui en veulent et qui ont un certain âge, mais ça peut être aussi des jeunes qui ont envie d'un animal un peu particulier. Donc, je dirais que vraiment, il y a tout type de personnes qui peut être adoptant de perroquets ou en tout cas qui peut s'y intéresser. Et c'est souvent pour la parole que les gens s'y intéressent. Alors, il y a Violette d'ailleurs qui dit premier critère, être un peu dingo. Alors, je la rejoins assez parce que pour avoir dormi quelques fois chez les propriétaires de perroquets, où effectivement ton réveil est un perroquet, clairement, je me dis que c'est pas spécifiquement l'animal sur lequel je me dirigerais pour mes réveils matinaux. Ouais. Mais donc oui, il y a un peu finalement tout le monde. Tout le monde peut être effectivement. Et on va parler de manière générale, on va vraiment parler des becs crochus si vous êtes OK, pour pouvoir effectivement, du coup, parler un peu de tout ça sur les différentes personnes.
Et alors, comment est-ce qu'on adopte? On va rester là sur les perroquets, puis après, on va peut-être parler effectivement peut-être perruches, calopsites qu'on voit peut-être un peu plus souvent. Et alors, il y a Sonia qui fait «Nous vivons chez les perroquets, ce n'est pas eux qui vivent chez nous». Oui, bah, j'ai l'impression. Comme plein d'animaux, hein, Sonia, je serais tenté de vous dire, c'est pareil chez les chats, hein, notamment. Chez les chats, je peux vous dire qu'on vit chez eux et pas l'inverse. Et donc, comment est-ce que sur le perroquet, comment est-ce qu'on l'adopte ou est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'il y a des associations où on peut en adopter? Est-ce que c'est forcément via une animalerie? Alors, je sais qu'il y a le certificat de capacité, etc. Donc ça, tout ça. Et ben peut-être Alice, tu commences et puis Alan, tu compléteras ou tu nous diras effectivement un peu ton ressenti. Alors, bah, moi, en tout cas, ici, dans la clientèle, j'ai de nouveau vraiment de tout. Il y a aussi bien des gens, en effet, qui ont clairement... En plus, moi, je suis vraiment à la région, enfin, en région, on va dire, limitrophe avec la Belgique. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà, il y a de tout, hein. Il y a des gens qui vont acheter ça sur un coup de tête en animalerie. Bon, ça, c'était surtout avant, quand il y avait un petit peu plus de liberté. Après, il y a des gens qui sont hyper passionnés et qui vont vraiment aller chercher des animaux chez des éleveurs où ils recherchent aussi bien la qualité de l'animal, donc le fait que l'animal ait été détenu dans des bonnes conditions auparavant, des animaux aussi qui, la plupart du temps, ont été testés pour certaines maladies. Ça, c'est plutôt le point de vue veto. Et, euh, et sinon, après, il y a beaucoup de personnes qui récupèrent des perroquets par des abandons. En tout cas, nous, ici, on en voit très régulièrement des gens qui vont prendre des perroquets 3, 4, 5 ans et puis ils vont s'apercevoir que ça ne rentre pas du tout dans leur cadre de vie, qui vont l'abandonner. Et donc, voilà, j'ai pas mal de personnes qui me disent, voilà, il a 10 ans, ça fait qu'un an que je l'ai parce qu'il a été abandonné et que voilà, je l'ai trouvé sur le bon coin ou autre. Mais ça arrive très Bah, souvent. il y a justement Dendela qui met, il y a aussi le bon coin où il n'y a pas assez de contrôle. Ouais, Bon, ça, c'est valable malheureusement pour exactement. toutes les espèces. Et donc, du coup, bah, tu peux peut-être compléter parce que je viens de dire donc, qu'il y avait besoin d'un certificat de capacité pour les perroquets. Et Geoffrey nous dit non, pas besoin de certificat de capacité Ça va dépendre de quelles espèces. En de général, l'espèce. Mais il y a voilà, des espèces, par contre, que tu peux avoir comme, je sais pas, peut-être le cacatoès ou autre, où là, tu n'as pas besoin d'un certificat de capacité. voilà, c'est ça. Il y a des espèces qu'on va dire communes qui vont pas demander spécialement beaucoup d'administratifs, on va dire, où il n'y aura pas spécialement besoin d'un certificat, pas spécialement besoin d'une déclaration à la préfecture ou ce genre de choses, et d'autres où ça en demande, en effet. D'accord. Et donc, du coup, là, on a une question de Lénaïg qui nous dit comment passer certificat. Alors, c'est une fameuse question. Donc, les certificats en général, hein, les certificats de capacité, il faut savoir qu'une fois qu'on va demander un certificat, en effet, on va avoir plusieurs étapes à passer. Donc, il y a normalement des cours à suivre. Il y a aussi tout un dossier à monter, donc avec ses infrastructures, avec voilà, la connaissance de l'espèce en tant que telle, mais aussi du coup de ses besoins. Et on doit passer du coup un examen, on va dire, oral, une présentation donc devant un jury pour montrer en effet qu'on a les capacités de détenir cet animal. D'accord. Et donc ça, c'est organisé, j'imagine, un peu comme les autres animaux par la DDPP, donc la Normal- direction départementale de population, enfin de protection de la personne. Normalement, il y a plusieurs types de centres qui sont en effet dans les capacités voilà, de pouvoir en effet donner ces cours. Après, je pense que voilà, il y a quand même pas mal d'informations sur Internet. Faut chercher un petit peu, mais voilà, moi par exemple, ici, j'ai commencé un certificat de capacité pour tout ce qui est reptiles. Alors après, il y a énormément de reptiles hein, pour changer un peu le sujet, mais on va choisir vraiment des espèces cibles. Et alors, dans ces cas-là, moi, par exemple, j'ai été voilà, faire un stage ici à la ferme tropicale. Donc, par exemple, ça, c'est un centre où on peut typiquement aller suivre des cours. Et alors, suite à ces cours-là que j'ai suivis, par la suite, je monte un dossier et alors, je vais pouvoir en effet faire une demande d'examen au jury. D'accord. Bon, effectivement, il y a pas mal de commentaires qui disent qu'effectivement, il ne faut pas du coup confondre capacité et autorisation de détention, Exactement. parce que du coup, apparemment, l'autorisation de détention, c'est plus pour l'espèce, et apparemment, la capacité, c'est plus pour le nombre. D'après ce que dit Geoffroy, il fait que si effectivement on ne dépasse pas 10, il n'y a pas besoin de certificat de capacité. Bon, c'est hyper intéressant, et merci à tous pour vos messages. Et toi, Alan, est-ce que tu voulais compléter sur cette partie, du coup?
Je dirais que pour se renseigner, si on souhaite passer le certificat de capacité, il faut essayer de se renseigner auprès de sa DDPP, qui sera la personne, enfin, l'organisation la plus à même en fait de nous fournir tous les documents et tout ce dont on a besoin pour le passer. Et sinon, effectivement, il y a un quota, enfin, il y a des quotas par rapport aux espèces qu'on peut détenir. Et après, une fois qu'on a dépassé ce quota, le certificat de capacité est obligatoire. Mais sinon, pour la majorité des espèces qu'on trouve à l'heure actuelle sur le marché, entre guillemets, une autorisation de détention suffit. D'accord, super. Et alors du coup, pour continuer, on disait les éleveurs, et un éleveur, par exemple, voilà, moi demain, je veux dire effectivement que pour le coup, je vais, je sais pas, acheter un perroquet. Où est-ce que je vais l'acheter finalement? Enfin, l'éleveur, comment je le trouve? Il y a un peu des sites de référence où on peut trouver ou pas forcément? Bah, ici, par exemple, on a le CDE hein, qui peut, par exemple, conseiller certains éleveurs. On trouve en tout cas pas mal d'adresses à ce niveau-là. Après, bah, il y a beaucoup d'éleveurs Le passionnés. CDE, excuse-moi Alice, c'est quoi le CDE? Alors, le CDE, en fait, ça va reprendre, c'est eux qui vont aussi délivrer tous les bagues, par exemple, D'accord. d'identification. Pardon. Donc, C'est c'est la eux qui fédération finalement en Oui, fait. exactement, c'est une exactement. fédération ornithologique. Ouais. D'accord, ok. Et donc, eux, ils vont justement gérer pas mal d'éleveurs. Euh, donc, je pense que c'est un bon site en tout cas pour pouvoir se renseigner. Après, c'est vrai que la plupart du temps, il y a pas mal même de groupes Facebook où on voit vraiment des passionnés, des éleveurs qui montent leurs élevages, voilà, qu'ils expliquent un petit peu comment ça se passe chez eux. Et je pense que dans ces cas-là, on peut aussi s'appuyer un petit peu là-dessus. Après, moi, je le répéterai jamais assez. Je pense que c'est très important d'aller, voilà, de prendre le temps pour choisir son éleveur, de discuter longuement avec lui, mais aussi de, pourquoi pas, s'il accepte, visiter l'élevage et voir un petit peu dans quelles conditions sont les oiseaux. Après, je sais que c'est un milieu assez fermé et que parfois certaines personnes n'accepteront pas de le faire. Maintenant, voilà, je pense que c'est du cas par cas aussi. Après, ça c'est Oui, mon puis enfin, expérience. de Je toute ne sais façon, pas ce enfin, qu'Hélène en pense. Pour ma Alan, part, je vas-y, pense que c'est vraiment très très important de choisir un bon éleveur et effectivement d'aller voir des oiseaux. Et alors peut-être pas forcément les parents, mais en tout cas la façon dont les bébés sont élevés, si on prend des oiseaux qui sont élevés à la main, de pas accepter d'aller les chercher ou d'accepter qu'on nous les ramène à la maison ou d'aller les chercher sur un lieu de transit, ça faut absolument éviter complètement, je dirais. Oui, parce qu'il y a Dendela qui dit qu'effectivement, c'est oui à cause des vols. Bon, c'est aussi le cas sur d'autres espèces, effectivement, enfin, par exemple comme le chien-chat, hein, où certains individus valent assez cher. Mais effectivement, moi, pour le coup, je rejoins assez Alice et Alan. Si on ne voit pas les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux, bon, bah non, en fait, il ne faut pas y aller, quoi. Enfin, je veux dire, ça là-dessus, ça me paraît quand même être primordial. Et du coup, après, est-ce qu'il y a des associations, justement, parce que on va en parler, et bien sûr, le but ici, c'est quand même clairement de faire la prévention. On sait que les perroquets sont des animaux qui vivent du coup très longtemps, qui peuvent, pour certains, largement, on va dire, vivre au-delà de la vie de leur propriétaire. Donc du coup, c'est effectivement un peu compliqué, tout simplement pour les replacer. Et donc, est-ce qu'il y a un peu des associations de référence où effectivement on peut se dire qu'on peut adopter un perroquet qui n'a pas forcément une vie facile, etc. Est-ce qu'il y a deux, trois noms, je ne sais pas, que vous avez en tête et qui sont plutôt effectivement sérieux et où on peut aller et peut-être même les aider d'ailleurs? Alors moi, pour ma part, aujourd'hui, j'ai pas d'association à recommander. Après, ce qui est très très compliqué aussi quand on souhaite adopter un perroquet d'un certain âge, c'est une super démarche, mais par contre, il faut se dire que ces oiseaux impassifs, ça peut être des oiseaux très très problématiques à gérer et du coup qui vont très souvent être replacés. Donc je dirais que comme premier oiseau, vaut mieux avoir, c'est triste à dire, mais un oiseau qui a pas eu d'antécédents avant et qu'on peut un peu modeler à sa sauce et quitte à lui apporter un congénère par la suite, prendre éventuellement un oiseau de seconde main. Mais comme premier individu, je conseille plutôt aux gens de prendre des oiseaux qui n'ont pas de passif. D'accord. Oui, parce que c'est quand même compliqué le perroquet. Et il y a quand même des gens, du coup, j'imagine, qui sont un peu alors, je sais pas comment on dit, mais peut-être des gens de référence qui aident du coup dans le comportement du perroquet. Alice, soit je sais pas, en tant que vétérinaire, est-ce que du coup on te pose, j'imagine, beaucoup de questions sur le comportement. Et est-ce que en fait, effectivement, les gens, t'as peut-être des professionnels à leur recommander
qui sont un peu plus experts, on va dire, sur le comportement des perroquets. Ouais, alors moi, ce qui se passe, c'est que, allez, on va dire que la moitié de mes consultations perroquets, et soyons honnêtes, c'est soit des premières visites, soit des consultations par rapport au piquage. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses consultations que j'ai ici à la clinique. Après, il y a toutes les consultations forcément sur les problèmes, que ce soit de fractures ou voilà, d'autres maladies. Mais c'est vrai que ça, c'est deux gros types de consultations. Et c'est des consultations où moi, par exemple, je vais passer largement 1 heure avec les propriétaires et l'oiseau. À savoir que dans une consultation, que ce soit de première visite ou de piquage, je vais avoir énormément de demandes, que ce soit sur l'alimentation, en général l'environnement de l'oiseau, mais aussi voilà, le training, le comportement. Et je vais avoir aussi des questions forcément par rapport aux maladies. Et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi en 1 heure de consultation d'aller sur tous les sujets. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, moi, la plupart du temps, je vais faire le gros du travail dans le sens où je vais vraiment citer les gros points. Je vais pas forcément pouvoir rentrer, on va dire, en profondeur dans chaque sujet. Et typiquement pour le comportement, voilà, moi je vais essayer d'être aidée par d'autres personnes. Donc après, moi, j'en connais pas assez, j'imagine. Et donc, je vais avoir souvent recours, par exemple, à Margot Demont. Donc, où elle, je vais la citer directement sur mes ordonnances et je vais dire, bah voilà, de prendre rendez-vous du coup, avec elle directement, de suivre, par exemple, bah voilà, ces petites conférences. Mais je pense qu'après, voilà, chaque cas est vraiment différent et c'est mieux de prendre directement rendez-vous avec elle. Et parce que Margot, là, elle est citée justement dans un commentaire de Sonia. Margot, c'est quoi, du coup, son métier? Alors donc du coup, elle, voilà, je la connais pas à titre personnel. Maintenant, j'ai voilà, lu pas mal d'articles, j'ai vu pas mal de ses vidéos. Euh, Elle a quand même une Alors, assez bonne Sonia dit qu'elle est réputation. comportementaliste C'est ça, aviaire. exactement. Elle va être D'accord. vraiment. Après, je pense qu'elle est plus spécifiée vraiment au niveau des perroquets que de l'aviaire en général. Maintenant, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va aider vraiment les gens dans leur vie de tous les jours, que ce soit au niveau de la sociabilisation de l'oiseau, mais aussi vraiment des problèmes comportementaux en tant que tels, hein, des oiseaux qui vont typiquement faire du piquage, donc le fait de s'arracher les plumes, c'est pas forcément une maladie, c'est pas forcément un problème, on va dire, alimentaire. Après, je pense qu'elle aide aussi en termes de nutrition, mais ça peut être parfois un problème tout à fait comportemental, un problème de frustration. Et ça, je pense que ça peut vraiment être en lien avec le vétérinaire. Donc, elle qui fait en effet cette gestion-là à la maison, et puis nous qui creusons un peu plus les parties vraiment médicales. D'accord. Et il y a Sonia qui précise que ce serait bien d'avoir des comportementalistes non loin car les interventions pourraient se faire en direct. Bah oui, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc clairement. Et tout le monde, effectivement, vante tes mérites, Alan, sur le comportement, parce que tout le monde est en train de C'est dire gentil. qu'il y a aussi effectivement de très très bons conseils. Et c'est vrai que moi, il y a encore peu de temps où il a fallu que je demande des conseils sur un cacatoès. J'ai demandé, non, pas du tout un cacatoès, je raconte n'importe quoi, une calopsite. J'ai demandé conseil à Alan direct. Et là, du coup, attends, c'est un rose albin que tu as à Alice, je dis pas de bêtises. Voilà. Bah, Oh typiquement, là c'est là, un... fou. Moi, je pense qu'il a C'est- envie de c'est- câlin, hein. Il s'appelle comment? Il s'appelle Paco. Et c'est le tien? Ouais, c'est le mien, mais typiquement, c'est un récupéré. D'accord, les Typiquement, propriétaires en voulaient plus et ils te l'ont voilà. laissé en Bah, consultation. c'est c'est pas aussi simple que de dire qu'il n'en voulait plus. Je pense que c'était une décision compliquée pour cette dame. C'est un oiseau que j'ai suivi beaucoup, typiquement en consultation, donc que j'ai vu plusieurs fois avant que malheureusement la dame se décide à nous le laisser. C'est un oiseau typiquement qui faisait du piquage, hein. Donc ce que je vous disais, le fait de s'arracher les plumes, il faisait beaucoup de piquage au niveau de son bréchet. Et après, plusieurs soins au niveau de la plaie en tant que telle, après avoir fait repousser les plumes. Euh, Malheureusement, de tous les jours, Ah, hein, ne permettait plus de le garder parce que typiquement, elle n'avait pas assez de temps. L'oiseau était beaucoup tout seul, beaucoup en cage, avec d'autres animaux à la maison qui ne lui correspondaient pas spécialement, qui lui occasionnaient des stress. Et du coup, on avait beau le soigner,
Dès qu'il retournait à la maison, on enlevait, nous on était obligés de mettre une collerette pour empêcher qu'il se pique. Je sais que c'est pas très chouette, que ce soit pour lui, mais aussi pour le propriétaire. Forcément, il n'arrive pas à exprimer ses comportements normaux. Mais malheureusement, dans ce cas-là, on n'avait pas beaucoup de choix. Et puis dès qu'on enlevait la collerette, ça revenait. Et au final, voilà, on s'est rendu compte que c'était pas un problème médical, mais vraiment un problème comportemental, un problème d'anxiété. Et la dame ne pouvant pas voilà, modifier son environnement, elle a décidé du coup de nous le laisser. Il est trop chou. Et là, du Ouais. coup, ça va mieux maintenant. Ah là, à l'heure d'aujourd'hui, il a plus besoin de rien du tout. Parce que du coup, effectivement, vous parliez tous les deux du piquage. Donc ça, c'est vraiment le trouble comportement, du moins le symptôme d'un trouble du comportement le plus fréquent du coup chez les perroquets. Alors, Moi, pour j'en ma vois part, moi, je énormément. suis pas, c'est pas du tout la cause principale, à mon avis, du piquage. Le comportement, pour moi, il n'intervient même pas forcément. Alors, le milieu de vie peut intervenir très souvent, mais la majorité des cas, c'est souvent un problème au niveau soit de l'alimentation, soit au niveau de l'exercice physique de l'oiseau. C'est-à-dire que souvent, il ne faut pas oublier que c'est des animaux sauvages qui ont des besoins qui sont quand même conséquents et qui ont besoin de voler. Et souvent, ils n'arrivent pas à faire se dépenser suffisamment pour que ça se passe bien. Et ça crée plein de problèmes inflammatoires et potentiellement du piquage. Mais c'est plus une réaction qu'un trouble du comportement, à mon sens, en tout cas. Après, il Oui, faut c'est ça ce que éliminer, je bien disais. sûr. C'est un symptôme assez présent du coup chez les perroquets, quoi. Tout à fait, ouais. Après, il faut éliminer, bien sûr, toutes les causes pathologiques et après s'attaquer à l'alimentation et à l'environnement par la suite. D'accord. Et donc là, du coup, il y a Geoffrey qui parle d'alimentation et je pense qu'on va en parler après avec vous deux. Et il y a Violette qui fait effectivement, et Dieu sait combien de troubles ça peut créer chez un oiseau, le fait de ne pas voler. Donc Alan, tu peux un peu nous parler justement du vol libre, mais après que j'imagine en fait, c'est des passionnés et un peu experts finalement qui s'adonnent à ça. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de particuliers qui décident d'acheter un perroquet en appartement ou en maison qui vont dans la démarche de le faire voler en fait. Alors, disons qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de faire voler leur perroquet. Malheureusement, c'est souvent pas très bien pensé et pas très bien fait parce qu'on a souvent tendance à penser que la relation avec l'oiseau fait qu'il revienne, alors que pas du tout. Il y a vraiment un entraînement en amont qui doit se faire et c'est ça qui va faire qu'il revienne. Il y a une partie d'entraînement avec des rappels et de la désensibilisation, mais il y a aussi énormément de choses à mettre en place au niveau de notre propre personne, au niveau de nos réactions, notre positionnement par exemple, qui fait que l'oiseau revient en sachant que pour ma part, je ne fonctionne pas du tout avec la restriction alimentaire et je la déconseille absolument. Parce que tu en parlais tout à l'heure, donc j'imagine que la restriction alimentaire, c'est en fait tu prives de nourriture l'oiseau en le rappelant avec de la nourriture en fait. Tout à fait. Alors, il ne faut pas oublier que la nourriture, c'est un renforçateur primaire et c'est quelque chose qui peut tout à fait faire que ton oiseau revienne. Mais au lieu de de le priver de manger ou de rationner son alimentation, autant trouver quelque chose auquel il n'a pas forcément accès quotidiennement, une récompense qui le fasse, qui le motive à revenir, par exemple. Ok, et donc du coup là il y a Lénaï qui fait, et comment ça s'est passé dans ton cas, et comment mettre ces oiseaux au vol libre? Alors, dans mon cas, j'ai un peu testé, justement. C'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui. La première fois, j'ai juste eu un problème d'un oiseau échappé et je me suis rendu compte que c'était très, très problématique pour le récupérer parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les notions. Et c'était des oiseaux qui étaient très, très attachés à moi et c'est pas du tout ce qui prime dans ce cas-là. Donc, j'ai vraiment essayé de trouver d'autres techniques. Je me suis rapproché de personnes qui pratiquaient également du vol libre et j'ai pris un peu des informations de partout. Mais aujourd'hui, je conseille vraiment aux gens de se former pour mettre toutes les chances de leur côté, en tout cas. D'accord, et donc ça pour le coup il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, que tu peux aller voir et qui vont t'apprendre finalement à faire voler ton oiseau. Il y a Margot, par exemple, qu'on a cité juste avant, qui, elle, donne des formations justement pour aider les gens à se lancer dans le vol libre. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur place, hein. C'est vraiment une base, c'est vraiment juste une base théorique qui est vraiment très très importante et c'est toutes des petites choses auxquelles on ne pense pas mais qui sont pourtant nécessaires.
Et après, l'entraînement, c'est vraiment à nous de le faire. C'est pas, on ne peut pas avoir un oiseau, disons, qui est préparé au vol libre. Alors, on peut avoir un oiseau qui a déjà volé et du coup, qui a des facilités et qui a une certaine expérience, et ce qui peut aider. Mais disons qu'en tout cas, c'est à nous de faire la plus grosse partie du travail pour que tout se passe bien. Ouais, parce qu'il y a Chanta qui met un non trop peur de les perdre. Donc finalement, j'ai l'impression que le débat est un peu comme les mêmes. Enfin, je veux dire que, et tu me rejoindras peut-être sur ce point, Alice, mais un peu comme les propriétaires de chats, entre ceux qui sortent et ceux qui sortent pas. Enfin, je veux dire, où on sait très bien que finalement, il faut qu'ils sortent, mais plein de propriétaires, ils vont pas sortir parce que peur de se faire voler, écraser. J'imagine qu'il y a quand même plus de risques, même si ça les rend beaucoup plus heureux, il y a plus de risques de faire voler un perroquet quand même. Enfin, que effectivement, c'est compliqué. Il y a une réelle prise de risque, ça c'est certain, le risque zéro n'existe pas. Après, il y a une espèce de balance, entre guillemets, à faire. Il y a certaines espèces qui s'adaptent très très bien à l'intérieur, dans une grande volière, et où ça se passe très bien, il n'y a pas de frustration. Mais typiquement, des grands haras, la prise de risque avec un bon entraînement reste moindre, et les bénéfices sont énormes. Donc c'est un peu ça qu'il faut essayer de se poser comme question pour savoir si on tente ou non l'expérience. Et donc là, effectivement, il y en a plusieurs et je rejoins assez le commentaire de Sonia, du coup, qui dit qu'effectivement, ils ont besoin de voler, c'est essentiel à leur bien-être. Mais pour le coup, comme plein d'espèces, et que malheureusement, bah, l'homme, finalement, on va dire, essaie de façonner à son quotidien et du coup prive de beaucoup de besoins autres. Et là, il y a Violette qui fait un perroquet aux plumes taillées qui n'a pas pu voler pendant sa première année de vie et garde des séquelles, peut-il en faire? Alors, il y a pas de limite, c'est-à-dire que tous les oiseaux ont la capacité de voler. Typiquement, pour des oiseaux qui ont eu les plumes de vol taillées, c'est problématique, mais avec du temps, ça se fait aussi. C'est juste plus long, en fait, Ok. mais c'est possible. D'accord. Et il y a Gauthier qui fait le vol est un besoin, tout comme la présence de congénères. Mieux vaut une vie courte et remplie qu'une vie longue et triste. Donc ça, là-dessus, on est assez d'accord. Mais Ouais, après, tous les clairement. propriétaires ne pensent pas comme ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment à chacun de choisir. Et donc, effectivement, on parle de présence de congénères. Donc, le perroquet est un animal grégaire, du coup, qui est fait pour vivre avec, du coup, d'autres... et ça, Alice, tu peux nous en parler. Il est fait pour vivre avec d'autres congénères. Après, moi, il y a beaucoup de propriétaires, hein, qui sont juste pas conscients, je pense, de cette notion-là. Donc nous, on a beaucoup de gens qui viennent à la clinique et qui sont pas du tout informés là-dessus. Je parle typiquement peut-être des personnes qui ne se sont pas renseignées auparavant, donc typiquement des craquages de Internet, des craquages d'animalerie, ou quand on commence à leur expliquer, qu'on explique les bienfaits en effet de la vie en communauté et surtout, des méfaits de quand ils vivent seuls, en prennent conscience et souvent ça aide. Souvent j'ai des gens qui me disent: «Ah ben oui, voilà, j'étais pas au courant et je vais le faire», et c'est vrai qu'on voit vraiment l'évolution du comportement quand les propriétaires rajoutent d'autres perroquets. Donc moi en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est souvent méconnu, mais au final, quand on en discute avec les gens, souvent ils comprennent et ils ont tendance à remédier au problème. Après, D'accord. Et donc, c'est du plus coup, ouais. facile pardon. Après, c'est plus facile pour les petites espèces que pour les grandes. Oui, Tout j'imagine, part en mode ouais. perruche, effectivement, grande perruche, enfin voilà. J'imagine que c'est un peu plus simple. Et donc, du coup, sur la partie alimentation, puisque je crois que c'est Geoffrey qui en parlait, sur la partie alimentation, et vous deux, peut-être l'un après l'autre, je ne sais pas si vous préconisez les mêmes choses, mais donc il y a des particularités, du coup, effectivement, pour éviter le piquage, ou enfin, je veux dire, il y a peut-être des marques qui sont spécialisées, ou à l'inverse, vaut mieux pas trop d'aliments industriels. Enfin, qu'est-ce que vous préconisez tout simplement sur cette partie? Moi, pour ma part, j'ai tendance à privilégier, enfin, à déconseiller les extrudés, qui sont des espèces de croquettes, en fait, qui sont toutes prêtes pour nos oiseaux. Le problème des extrudés, c'est que c'est un apport, c'est toujours le même. Il faut savoir que les oiseaux n'ont pas toujours besoin du même apport au quotidien. Donc je dirais que moi j'ai tendance en tout cas à privilégier un bon mélange de graines. Après, il faut bien se renseigner parce que ça dépend de l'espèce, ça dépend aussi du rythme de vie de l'oiseau, et il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais j'ai tendance à privilégier un mélange de graines sèches avec des graines trempées, des graines germées, des fruits, des légumes, et après d'autres additifs si besoin, typiquement comme des protéines animales pour certaines espèces, ou des suppléments de vitamine A ou des choses comme ça, ou du calcium qui peuvent intervenir. D'accord.
Et toi, du coup, Alice, il y a des choses que tu préconises ou pas? Alors, nous, c'est vrai qu'on arrive souvent avec des personnes qui, de nouveau, méconnaissent complètement l'alimentation des perroquets. Donc, souvent, j'ai des personnes qui ont tendance à me dire, bah, ils mangent des graines. Et c'est tout. Et en fait, c'est tout ce que j'ai. Et puis, quand je creuse un petit peu, c'est ils mangent des graines, mais en fait, ils trient. Et au final, c'est ils mangent des graines de tournesol. Voilà, souvent, mais ça Ah se oui, termine d'accord. comme ça pour, on va dire, une bonne majorité, au moins une bonne moitié de la clientèle. Et du coup, dans ces cas-là, c'est au final, on gratte encore un petit peu et ah oui, et puis ils mangent de temps en temps dans notre assiette. Ah, et puis en fait, ils mangent des spaghettis bolognaise et puis ils mangent des frites. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, on part vraiment d'un extrême à l'autre. Il y a des personnes qui vont être très rigoureuses, qui vont, dès qu'il est tout jeune, commencer à leur apprendre à manger un peu de fruits, un peu de légumes, un peu, voilà, même des graines germées. Et c'est vrai que ça, c'est super. Et puis, il y a d'autres personnes où ça va partir un petit peu dans tous les sens et où on fait vraiment, on va dire, une modification de l'alimentation étape par étape. Donc, déjà, apprendre à un oiseau à manger un fruit ou un légume, c'est déjà très compliqué parfois pour certains cas. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, on essaye plutôt de rééquilibrer la ration de graines plutôt voilà, que de faire un changement du tout au tout. Mais, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Après, Oui, extrudés ou pas, moi je suis pas spécialement contre les extrudés, mais pour moi, les extrudés, c'est pas l'alimentation dans son entièreté. Pour moi, de nouveau, ça doit être équilibré et ça doit être en effet accompagné d'autres choses. et non, la graine de tournesol, en plus, c'est un peu leur McDo, quoi, en fait. Ils adorent ça, mais c'est très gras et c'est pas forcément bon pour eux à ne manger que ça, quoi. Bah, pas que Alors, ça. De nouveau, c'est ça la oui. différence. C'est ceux qui veulent manger que ça. D'accord. Après, Ok. typiquement, le tournesol ou toutes les autres graines oléagineuses qui sont des graines grasses, en les faisant tremper ou germer, les apports changent complètement et du coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Après, pour en revenir aux extrudés, du coup, il y a des marques qui sont très très intéressantes. Le seul problème, c'est que c'est très très riche en sucre et les sucres posent aussi énormément de problèmes. Enfin, Alice, tu pourras confirmer certainement au Ouais. niveau métabolique par rapport aux oiseaux. Donc, je dirais qu'à certaines périodes, d'en donner pour éviter les carences, typiquement à des périodes ciblées, ça peut être intéressant, mais en tout cas, de donner que ça, c'est vraiment à bannir et vraiment sélectionner une bonne marque d'extrudés, déjà sans additifs et sans sucre ajouté. Je pense que si jamais on doit se Et diriger alors, là-dessus, autant éviter ça. il y a Dendela qui demande du coup la marque. Enfin, vous pouvez peut-être citer, je sais pas, une ou deux marques d'extrudés, une ou deux marques de graines que vous connaissez et qui sont, enfin, que vous pourriez peut-être recommander. Enfin, je sais pas. Alors moi pour les graines du coup j'utilise un mélange suisse donc il n'y a pas beaucoup de monde qui aura la référence mais sinon il y a Deli Nature ou Verset des Laga qui font des bons mélanges de graines. Il faut essayer de sélectionner en fonction d'espèces. C'est pas forcément les espèces qu'on voit sur les paquets auxquelles le mélange est adapté donc ça faut quand même faire très attention. Et sinon en extrudé je dirais qu'il y a les Harrison qui sont pas trop mal et les Psittacus sinon qui sont très riches en protéines et du coup qui peuvent être intéressants aussi. D'accord. Pour le Et, coup, et je toi, conseille la Alice, il y même a chose, donc pas de changement. D'accord. Ok. Bon, bah, apparemment, c'est à peu près la même chose dans les commentaires. Donc, ok. Et donc, après, donc, effectivement, on va du coup plutôt préconiser à ce qu'ils vivent par deux, les perroquets. Mais comme on disait tout à l'heure, ils ont quand même une espérance de vie qui est assez longue. Et du coup, finalement, dans leur vie, ils ont quand même une certaine chance ou malchance de rencontrer du coup plusieurs propriétaires. Très souvent, ouais, un perroquet fait en tout cas 5 6 familles minimum au cours de sa vie. Malheureusement, c'est ça. Et est-ce que leur vie on va dire, de sédentaire d'animaux devenus domestiques est quand même aussi longue pour le coup que ceux je veux dire, qui sont dans leur milieu naturel, qui ont eux justement peut-être une vie plus courte par les prédateurs, mais si je dis pas de bêtises, alors moi je suis pas du tout expert perroquet comme vous, mais si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas beaucoup de prédateurs finalement dans la nature, les perroquets. Le plus problématique, ça reste l'homme de par la déforestation, le braconnage et tout ce qui s'ensuit. Après, il y a des prédateurs malgré tout naturels, mais le plus problématique pour la survie du perroquet et ce qui fait que la majorité des espèces sont en voie d'extinction, c'est à cause de l'impact de l'homme sur son milieu naturel.
Mais du coup, D'accord. les perroquets en captivité vivent souvent bien plus longtemps que les perroquets dans la nature. Tu vois. Bah, il y a Violet d'ailleurs qui fait les miens sont sur mon testament et j'espère leur survie, mais je crois qu'il y a beaucoup de propriétaires qui effectivement les mettent sur le testament pour le fait de récupérer des perroquets suite au départ de leur propriétaire. Ouais, bah, on a beaucoup de propriétaires dans la clientèle où bah, voilà, il y a les parents qui possédaient en effet le perroquet. Et un jour, bah, malheureusement, le perroquet tombe malade. Les parents ne sont plus là, c'est les enfants qui l'ont récupéré. Et alors là, de nouveau, on a plein de situations différentes. Il y a aussi bien les enfants qui l'ont récupéré parce qu'ils ne l'ont pas choisi et que clairement, bah, il est là, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Ils se rendent compte qu'au moment où bah, le perroquet est par terre dans le fond de sa cage, mis en boule, que ah bah oui, il y a quelque chose qui va pas trop. Donc c'est vrai qu'on a aussi bien bah, ces situations-là où du coup il faut essayer de faire un petit peu avec le moyen, les moyens du bord, hein. Donc c'est-à-dire pas forcément beaucoup de financement derrière tout ça, pas beaucoup non plus de temps à accorder au perroquet. Donc c'est vrai que parfois on se retrouve dans des situations où de nouveau voilà, on hésite sur le fait de bah, d'arrêter, de faire abandonner l'animal ou alors de trouver des solutions avec le propriétaire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis à côté, on a d'autres personnes où clairement c'est le souvenir de la maman, du papa, et où ils y tiennent comme à la prunelle de, de leurs yeux. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est hyper difficile à gérer parce que les gens se mettent dans des états pas possibles, hein. C'est le seul souvenir qu'ils ont et c'est vrai que, ils feraient tout pour le sauver. Donc il y a vraiment de tout comme Ouais, il y a vraiment situation. tous les types de Ouais, profils. ouais, bien Ah, sûr. il y a une question. Il y a une question de Lénaïg. La gamelle de fruits et légumes doivent être donnée à quelle fréquence? Tous les jours, quotidiennement. D'accord. Et ça, peu importe l'espèce du perroquet. Ah, peu importe l'espèce du perroquet, ils doivent avoir des aliments frais au quotidien, en tout cas pour ma part. Ça doit faire partie de Hmm, la base de leur alimentation. d'accord. Il y a Franck qui fait, y a-t-il une solution pour qu'une calopsite vivant en liberté en maison, d'éviter en fait tout simplement qu'elle se prenne les vitres? Alors pour ce qui est des vitres, bah, simplement mettre des rideaux devant, généralement ça fonctionne assez bien. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller présenter, faire un tour en fait de l'appartement avec son oiseau. Il faut vraiment se dire que c'est vraiment que dans une situation de peur qu'il va aller s'exploser entre guillemets dans la vitre. Sinon, il n'y a pas de raison en fait qu'ils se prennent la vitre. Ils ont quand même, ils font quand même très très attention. Ils ont une très bonne vue. Donc, à part dans une situation de peur, généralement, il y a peu de chances que ça arrive. Mais des rideaux, ça peut être pas mal parce que des autocollants en cas de stress ou de peur, ça suffira pas. Hmm, d'accord. Alors, il y a plein de questions, hein. Les gens sont à fond, je vous préviens, ça va être la foire aux questions là. Il y a Jonathan qui dit on peut revenir sur le vol libre et j'ai une question sur la gestion hormonale. Effectivement, j'avais une question passée que j'ai oublié de poser sur effectivement quand c'est en période hormonale, comment ça se passe le vol libre. Alors, ça peut être un petit peu compliqué, surtout les premières années quand les hormones les titillent bien. Après, ils apprennent un peu à se stabiliser, mais souvent, bah, du coup, ça peut être un peu plus long. Ils nous testent un petit peu plus, mais en restant cohérent, ça pose pas plus de problèmes que ça. Ce à quoi il faut faire malgré tout très attention, c'est pour garder, préserver en fait la pratique du vol libre, c'est de prévenir en tout cas la potentielle réintroduction d'espèces, donc faire sortir typiquement des couples ou des oiseaux matures auprès de certaines des DPP, ça passe pas trop bien. Donc il faut essayer de se renseigner puis de regarder la tolérance que peuvent avoir les DDPP par rapport à ça et leur vision aussi de la chose. Mais disons qu'il n'y a pas de raison en fait que les oiseaux partent et ne reviennent pas pour aller nicher typiquement. Ou ils peuvent avoir des comportements reproducteurs, ils peuvent s'intéresser à des cavités, ils peuvent s'intéresser à des trous de cheminée ou des choses comme ça. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à les récupérer parce qu'ils sont en période hormonale. Ils vont se dire on va se reproduire à l'extérieur. Ils vont toujours préférer se reproduire dans leur environnement familier, disons. Ok, parce qu'effectivement, bah, Jonathan, tu nous diras si ça a répondu à ta question. Et effectivement, du coup, bon, bah, apparemment, c'est bon, super. Et apparemment, du coup, effectivement, les gens souhaitaient, c'était prévu qu'on en parle, parler des cages, du coup, puisque bah, de manière générale, quand même, quand ils sont à l'intérieur, ils vivent en cage. Et du coup, Ali, je sais pas, qu'est-ce que tu préconises, toi, en matière de cage, en ce qui concerne les perroquets?
Alors, moi, j'ai pas mal de cas d'intoxication aux métaux lourds, donc c'est vrai que du coup, on va toujours faire attention au type de cage, forcément, Ah qui oui, sont mis en vente, des intoxications, des perroquets qui vont, par exemple, passer leur temps à ronger les barreaux de la cage. Donc ça, souvent, ça va être les perroquets qui n'auront pas forcément d'accès libre à la maison, qui vont vraiment être tout le temps en cage, et c'est vraiment par ennui. Après, je pense qu'il y a d'autres types de carences qui peuvent aussi faire qu'ils font vraiment ces stéréotypies. Et du coup, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut avoir des intoxications au plomb, des intoxications au zinc. Donc, avoir un petit peu, en effet, les matériaux de la cage en tant que tel. Après, moi, j'essaye, dans la plupart des cas, en effet, de dire voilà, au propriétaire de choisir la cage la plus grande possible. Après, moi, je suis beaucoup plus pour soit une cage ouverte pardon, dans une pièce sécurisée ou une volière extérieure. Après, je suis pas trop pour la petite cage dans la maison. Moi, typiquement, mes oiseaux ne vivent que en cage ouverte avec du coup pièce sécurisée ou volière extérieure. Ils vivent pas en cage fermée. d'accord, ouais, ouais. Et donc ça, c'est plutôt le... Parce que j'imagine quand même que beaucoup de propriétaires un peu néophytes achètent quand même la cage basique pour le perroquet, pas très grande, où il peut vraiment pas s'épanouir en fait. Si les périodes, on va dire, où ils sont vraiment enfermés dans la cage en tant que telle, donc c'est-à-dire souvent ça va être la nuit, et les moments d'absence du propriétaire sont relativement courtes, ça peut potentiellement être acceptable, hein. Je peux pas non plus, on va dire, commander au propriétaire. Ben voilà, votre oiseau doit avoir 10 heures de liberté par jour, il doit, voilà, enfin, il doit avoir telle grandeur de cage. Forcément, on fait avec les possibilités de chacun, hein, que ce soit financière ou même en termes de temps. Mais du coup, on essaye toujours de trouver des compromis. Tout est une question de compromis, on va dire, avec les propriétaires. Ouais, toi, Anne, j'ai déjà vu, mais toi, t'as carrément pas de cage, toi, t'as des pièces, toi, en fait. Alors moi, je suis pas pour les cages et je pense que dans une certaine mesure, si on pouvait les bannir complètement, ce serait l'idéal. Dans un monde idéal, hein, mais c'est pas possible. J'ai bien conscience qu'il y a il y a des gens qui peuvent pas faire autrement. Après, je conseille toujours aux gens d'améliorer leur détention au fur et à mesure du temps, d'essayer de se remettre en question et d'apporter toujours plus grand. Moi, initialement, j'ai eu des cages, après j'ai eu des volières et après, effectivement, c'est tout est parrot-proof et ils se débrouillent. Et c'est vraiment l'idéal, en fait, de bannir ça. Donc, je dirais que la détention idéale, ce serait vraiment d'avoir une pièce dédiée, qui soit sécurisée, évidemment, avec un accès à l'extérieur, une volière extérieure, c'est vraiment le top. Très belle, ok. Et il y a Kevin qui fait on peut aussi accepter la frustration de ne pas avoir de perroquet car on n'a pas les installations de temps et ou l'argent. Bah, ça, on est totalement d'accord. On en parle souvent ici et que ce soit, bah, c'est pareil pour un peu tous les animaux, hein. Si on n'a pas ni le temps ni l'argent, de toute façon, de manière générale, ça marche pour toutes les espèces. Effectivement, il ne vaut mieux pas acheter ou adopter et clairement, bah, effectivement, continuer à les observer de manière effectivement un peu différente. Et alors après, sur les différenciations, par exemple, qu'on peut avoir avec les perruches, que ce soit grandes ou petites perruches, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer du coup par rapport au perroquet? Au niveau de la cage et de la détention, Non, de manière générale, enfin, je veux dire, par exemple, est-ce qu'on pourrait, avec des perruches ondulées, se dire qu'on fait du vol libre? Est-ce qu'effectivement, eux aussi, il faut leur bannir la cage? Enfin, j'imagine que oui. Mais enfin, je veux dire, de manière générale, c'est quoi les grandes différenciations, s'il y en a, effectivement, entre des perruches, qu'elles soient petites ou grandes, avec les perroquets? en fait, il n'y a pas de réelle différenciation au niveau des besoins d'un perroquet ou d'une perruche. C'est juste au niveau de la taille, du coup, que ça diffère. Un rat, pour voler réellement, il va avoir besoin de plusieurs mètres, alors qu'une perruche, dans un peu plus petit, elle arrivera à s'épanouir complètement. Je dirais que la question du vol libre pour des perruches ondulées, c'est possible, mais au niveau de la prise de risque par rapport à la prédation qu'il peut y avoir ou par rapport juste à ses capacités de revenir, sont beaucoup plus, enfin, la prise de risque est beaucoup plus grande qu'avec des espèces qui soient plus grandes. Donc je dirais que l'idéal, ce serait vraiment en tout cas de leur fournir la meilleure détention qui soit. Donc toujours une pièce idéalement, une volière extérieure encore mieux. Mais des perruches, c'est aussi beaucoup moins destructeur, bien souvent qu'un rat. Donc c'est plus facile aussi de les faire vivre en semi-liberté dans un appartement ou quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est juste.
Et donc, comment... Ah oui, il y a Violette qui dit bonjour le chat. Elle dit bonjour, elle est à fond, elle est très à fond. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et est-ce que du coup, il y a un moyen de les rendre propres ou pas? Parce que c'est vrai que souvent quand on va chez les propriétaires, bon, je crois à la tête d'Alice qu'effectivement c'est compliqué. Donc ni les perroquets, ni les perruches, enfin, je veux dire de manière générale, impossible de les rendre propres, quoi. Alors, il y a des espèces qui instinctivement se retiennent plutôt bien. Après, il faut vraiment pas le renforcer. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui se retiennent, mais ils n'ont pas un métabolisme qui est conçu pour, donc ça peut générer pas mal de problèmes. Donc, en tout cas, à ne pas encourager, je dirais. Mais bien souvent, les perroquets, en tout cas, et la majorité des perruches, évitent de nous faire leurs excréments dessus. Souvent, ils s'envolent pour aller faire sur leur perchoir, donc c'est déjà pas mal, je trouve. Et il y a Violette et Sonia du coup qui complètent en disant qu'effectivement, il ne faut pas essayer de les rendre propres, ça peut entraîner des complications. D'accord. Bon vous voyez, je ne savais pas du tout. J'aurais instinctivement pensé que c'était plus sympa pour nous de les rendre propres, comme quoi quand on ne connaît pas, c'est pas toujours évident. Et donc après, le perroquet, Alice, c'est quoi à peu près donc tu disais dans les il a décidé de faire du vol libre. Donc du coup Alice, dans les consultations, tu disais que généralement tu voyais les propriétaires venir une fois en fait, il est trop beau. Venir du coup quand ils viennent d'adopter du coup le perroquet, et après en fait ils reviennent que s'ils se piquent ou ce genre de choses, mais ils viennent pas forcément sinon une fois par an, enfin ils consultent. C'est quoi à peu près tes plus gros motifs de consultation au-delà effectivement du côté juste la première adoption et ensuite la partie on va dire piquage? Alors après, j'ai des accidents, hein, bêtement, des gens qui sont pas forcément au courant qu'il y a certains jouets qui sont dangereux. Donc des accidents par exemple avec des cloches coincées dans le bec, des morceaux de ficelle coincés dans les pattes qui font malheureusement Waouh. des étranglements au niveau des doigts et donc ça peut aller jusqu'à de la nécrose. Après, c'est dommage aussi, mais forcément, on sait bien que sortir un oiseau de sa cage, c'est aussi même prendre des risques hein, dans la maison, c'est bête, mais des accidents domestiques, donc soit avec un autre animal, donc un chat, un chien, mais des accidents aussi tout bêtes comme refermer la porte alors que l'oiseau est au-dessus de la porte. Donc des fractures de doigts, ce genre de choses, même des fractures de pattes. Ça, c'est des consultations, on va dire, vraiment accidentelles. Et alors après, j'ai des problèmes, on va dire plutôt qui peuvent être dus à des virus, hein. Donc on connaît malheureusement des maladies comme la maladie du bec et des plumes, la maladie voilà, de la dilatation du proventricule, ce genre de maladie virale qu'on rencontre quand même assez souvent chez les perroquets. Et après, des maladies plutôt de vieillesse, hein, des insuffisances rénales, des perroquets qui vont régurgiter beaucoup, qui vont avoir du mal à digérer, ce genre de choses. À quel âge on considère qu'un chat est vieux? Un chat, pardon, un perroquet. Non, mais c'est parce que il y a mon chat qui me perturbe et du coup, j'étais sur le chat, mais non, un perroquet, du coup, on considère qu'il est vieux à partir de quel âge? Alors, moi, en général, ici, en consultation, pour vous parler d'expérience, hein, on a rarement des perroquets qui vont être âgés de plus de 25-30 ans. Souvent, on va les voir avant. Donc après, est-ce que c'est parce que justement les gens ont pris l'habitude d'avoir une bonne alimentation, un bon équilibre, voilà, que ce soit en effet dans la dépense énergétique, des oiseaux qui vont arriver à voler, à se déplacer correctement et qui au final ne tombent pas spécialement malades, c'est possible. Mais souvent, nous, on va dire qu'au bout de 25-30 ans, on commence déjà à avoir des oiseaux vieillissants, alors qu'au final, ils peuvent vivre beaucoup plus longtemps que ça. Pour certains, en tout cas. D'accord. Oui, parce Après, qu'effectivement, ça il y dépend a... des espèces aussi, en Voilà. l'occurrence, parce qu'une Ça perruche dépend aura sur le des type signes de de perruche. vieillesse Ouais. beaucoup plus tôt, typiquement, que d'autres espèces. Et après, les grandes espèces ont bien souvent autour de 40 ans déjà d'arthrose ou des choses comme ça. Je sais pas si tu me rejoins, Alice, alors que Pas des du tout. Rosalbins ou des Amazones qui sont de taille intermédiaire en ont plus tard. Un Mm, peu à l'image des chiens, si on veut bien. Oui, exactement. il y a Geoffrey qui nous fait j'ai des cacatoès qui ont plus de 55 ans. Donc effectivement, ça reste quand même Oui. assez important. Il y a Antoine qui te pose une question, Alice qui te dit quelles sont les espèces les plus courantes en consultation, s'il te plaît. Ah.
Alors, nous, ici, en consultation, alors je ne sais pas si ça dépend des régions, ça dépend des endroits. Moi, par exemple, ici sur l'île, les oiseaux que j'ai le plus, c'est clairement les roses albins, les grilles du Gabon. Et alors, après, je vais avoir ici actuellement en hospitalisation, on a un petit éclectus. Alors ça, on en voit quand même relativement moins. On va peut-être en voir, allez, une dizaine sur l'année. Que le gris du Gabon, j'en ai toutes les semaines en consultation. Pareil pour le rose albin. Après, on a quand même plus souvent des petites espèces, donc des perruches ondulées, des calopsites, ça c'est ce qu'on a énormément, et surtout des conures. Les conures, alors là, on en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs tout le temps. Et après, bah voilà, on a de temps en temps des espèces un peu plus rares, comme typiquement sur ma photo où on voit un Banks, mais bon, voilà, ça va être assez rare. Et puis des haras, je vais dire, allez, peut-être on en voit une fois par mois, une ou deux fois par mois des haras. D'accord. Mais voilà. Alors, il y a Violette qui vous pose la question, comment prévenir l'arthrose chez le perroquet? Alors, bah, je sais pas si Alan, tu veux répondre un peu pour la Non, partie bah, je pense que t'es alimentation. plus... Non, bah, réponds déjà et je compléterai du Alors, coup. donc du coup, nous ici, l'arthrose, on va essayer au maximum, donc déjà d'avoir une activité physique, parce que bah, rien que le fait d'être très sédentaire, d'avoir justement les oiseaux qui vont être tout le temps en cage, déjà, on va avoir pas mal de soucis, on va dire, de pododermatite. Donc ça, c'est une première partie parfois avant l'arthrose, si on a des soucis vraiment de la plante, du coup, du pied, hein, pour dire. Donc, des oiseaux qui vont être très souvent sur des perchoirs qui vont être inadaptés, que ce soit par rapport au diamètre, mais aussi par rapport à la texture du perchoir en tant que tel. Des oiseaux qui vont pas assez bouger. Donc ça, forcément, on va avoir bah, soit des douleurs au niveau des pattes, soit carrément bah, de la fonte musculaire. Et donc, bah, forcément, quand on n'a pas une bonne musculature, bah, on va avoir forcément des articulations qui vont être moins bien sollicitées. Donc, on aura déjà ça, mais aussi bah, de la fragilité de l'articulation en tant que telle, hein, parce que les muscles font aussi l'effet de maintenir correctement les articulations. Donc bah, ça va être plutôt le côté, on va dire, anatomique en tant que tel. Et alors après, bah, l'alimentation, hein, qui peut beaucoup jouer, donc que ce soit bah, des carences vitaminiques, des carences en termes d'oligo-éléments. Donc tout ça, forcément, ça fait encore partie du rééquilibrage alimentaire qui est très important. Ok, super, merci. Et donc, après, effectivement, les perroquets, tu disais le hara, c'est quand même un peu le roi du perroquet, mais là, il disait qu'effectivement, parce que dans l'imaginaire collectif, c'est vrai on pense souvent bah, soit à l'Amazone, soit au perroquet, voilà, sur les épaules, etc. Et c'est vrai que du coup, il disait que le gris, donc le gris du Gabon populaire, pour sa faculté à parler, c'est ça? Ouais, le Bah, gris du le Gabon. gris du Gabon, c'est le perroquet qui est le plus présent en France et même à travers l'Europe et même à travers le monde, je dirais, c'est celui qui est le plus commercialisé, qui a été le plus braconné aussi, malheureusement. Mais c'est effectivement, les gens s'y sont intéressés du fait que ça a des facultés d'imitation assez impressionnantes. Et d'ailleurs, moi, à Lille, du coup, tu disais qu'effectivement, tu étais à Lille et le rapport avec la Belgique. Et donc, j'imagine qu'en Belgique, tu achètes beaucoup plus facilement un perroquet qu'en France. Je pense que c'est en train de changer un petit peu, mais c'est vrai que de base, oui, en Belgique, on trouve beaucoup plus d'oiseaux en général. On trouve plus facilement donc des oiseaux, mais aussi à un prix plus raisonnable. Enfin, plus raisonnable. C'est pas raisonnable, c'est plus attractif, on va dire, pour les gens, parce que pour moi, clairement, acheter un oiseau 100 ou 200 euros, c'est pas voilà, rendre service aux gens, parce que justement, c'est peut-être un petit peu trop facile. Maintenant, il y a en effet eu beaucoup on va dire de plateformes qui ont permis donc la vente du particulier au particulier et qui, du coup, ont facilité aussi les achats là-bas qu'en France où ça a été beaucoup plus vite surveillé. Mais voilà, après, c'est vrai que je pense que c'est en train de changer. Tout doucement, ça se met en place. Mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Oui, parce que moi, j'avais visité, je me rappelle, un magasin en Belgique qui s'appelle Vogel Paradise. Je sais pas si ça Ouais. existe encore. Mais tu vois, c'était il y a 15 ans, tu vois. Mais tu avais des chouettes et des hiboux à Mm. vendre. Enfin, c'était absolument lunaire, toutes les espèces qu'ils vendaient. Enfin, tu as des en mode, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Enfin,
Vraiment, ouais, c'est... Donc... Bon, la Belgique, j'imagine qu'ils font comme avec les autres animaux maintenant, parce que sur le chien et le chat, ils deviennent limite plus sévères que la France maintenant, alors qu'ils étaient carrément très laxistes avant sur les règles, effectivement, d'élevage, d'achat, de détention. Donc, effectivement, donc Den qui nous dit il y a beaucoup de grossistes en Belgique et la Hollande. Oui, bah, de toute façon, sur plein d'espèces, hein, c'est pareil sur les poissons, c'était pareil sur, on va dire, les animaux, tous les animaux. De toute façon, ça a toujours été des gros pays, on va dire, des grosses plaques tournantes d'échange d'animaux, on va dire, la Belgique et la Hollande depuis toujours. Alors, il nous reste 5 minutes, les amis. Donc, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. On en pourra peut-être en prendre qu'une ou deux là, puisqu'on va devoir clôturer l'émission. Vous pourrez de toute façon la retrouver dès demain, du coup, sur l'application Brut et également sur le site foupette.fr, donc le site des passionnés d'animaux. Merci parce que vous avez été à fond dans les commentaires et autres. Et donc, Alice, si on veut te retrouver, te parler sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, bah, moi, je suis pas trop réseau, hein, j'avoue, parce que je passe déjà beaucoup de temps à la clinique. Il faut le savoir que bah, là, entre forcément des journées où je suis là de 7h du matin à 20h le soir, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Maintenant, en effet, je suis aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Mais encore une fois, voilà, faut pas m'en vouloir si parfois je réponds pas. C'est un peu compliqué de gérer et les horaires et les demandes sur les réseaux sociaux. J'imagine. Mais en tout cas, et donc du coup, on peut te retrouver à Alice Zéoni sur du coup et Facebook et Instagram. Exactement, oui, sans aucun problème. Au top. Et toi, Alan? Bah, moi, c'est pareil, c'est mon prénom et mon nom de famille, Alan Brechet, du coup. Sur Facebook et Donc sur Instagram Facebook aussi. et Instagram, super. Et il y a Violette qui nous pose du coup quand même une petite question. Comment trouver un vétérinaire dans notre région? Comment trouver un vétérinaire aviaire dans notre région? Ouais, c'est pas forcément simple. C'est vrai que même nous ici, par exemple, sur l'île, je sais que voilà, on est 2 cliniques à faire un petit peu tout ce qui est vraiment perroquet. Euh, on va dire à 1h30 de route. Donc c'est vrai que la plupart des gens font Ouais. 1h30 de route pour venir nous voir. Le long de la côte, il n'y en a pas énormément dans le nord. Donc voilà, c'est compliqué souvent dans ces cas-là, c'est du bouche à oreille. Et après, pourquoi pas, par exemple, nous appeler dans ces cas-là. Donc nous, on est la clinique, en tout cas le service d'OCNAC. Et dans ces cas-là, nous, on a tendance à essayer de conseiller des vétérinaires selon la région, en effet, des propriétaires. Trop bien. Et bah franchement, canon. Bah, là pour le coup, à l'heure de route, c'est pas grave. Faut surtout un veto fiable. Oui, bah ça c'est sûr, Oui, mais c'est sûr. effectivement, demander des conseils, ça c'est sûr, c'est super important. Salut mon Jean-Paul que j'embrasse, qui vient de me faire un petit message, je t'embrasse très fort. Et en tout cas, bah, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup Alice, merci beaucoup Alan de vous être rendu dispo. Le sujet a carrément plu, puisqu'il y a des questions fusées quand même de partout et sur à peu près tous les sujets. Bon, on aura plus parlé des perroquets que des autres becs crochus, mais c'est pas grave, ça nous donnera l'occasion de nous revoir durant le courant de l'hiver pour aborder peut-être aussi les autres espèces. Et merci, et je vous le répète, vous pouvez retrouver le replay dès demain sur Brut et sur la plateforme Moopets. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Solène Chavannes qui a monté la première ronron librairie de France avec 7 chats adoptés en refuge. Et elle va nous dire comment ça se passe, comment est-ce qu'elle a sauvé ses chats, comment est-ce qu'ils cohabitent aujourd'hui et comment on peut aider les associations. Merci à tous, je vous embrasse et à mardi prochain. Merci Alice, merci Merci Alan. beaucoup. Salut. Bonne soirée. Ciao.